Bonjour à toutes et à tous et bienvenue avec nous pendant ce 8e atelier qui est relatif à l'accompagnement des jeunes professionnels, que ce soit du monde IT ou autre, dans leur insertion professionnelle, notamment à travers des astuces pour mieux réussir les entretiens. Cette fois, ça concerne un autre sujet, qui est les fondamentaux du Code du travail marocain pour les non-RH principalement, qui n'ont pas forcément l'occasion de faire des études dans ce sens et qui se retrouvent face à plusieurs situations où ils ont besoin d'informations relatives au code du travail. Donc, je vais commencer. Excusez-moi. Donc, je vais commencer par une présentation. Je suis Inadaptable, consultante en recrutement chez Nov21 depuis à peu près 6 mois. J'ai effectué un master spécialisé en gestion des ressources humaines. Et puis par la suite, j'ai intégré le monde du travail. Donc, au départ, à travers des stages. Par la suite, j'ai intégré une grande structure marocaine où j'ai été principalement sur des sujets en relation avec le monde du travail, notamment l'administration du personnel et la paix. Et par la suite, j'ai intégré l'entreprise, une SS2I, où effectivement j'ai eu une expérience dans le même sens avant de m'attaquer au recrutement. J'ai fait à peu près 3 ans en recrutement, que ce soit en freelance, à travers des missions d'accompagnement des entreprises. Et là, j'ai intégré finalement Nov21 depuis 6 mois en tant que consultante en recrutement. Voilà. Donc, mon métier de tous les jours consiste bien entendu à recruter des candidats pour nos clients et nos partenaires, mais aussi d'accompagner les jeunes diplômés dans leur insertion professionnelle. Donc, Nov21 est un cabinet indépendant, bien entendu, spécialisé dans le recrutement et du placement des consultants freelance chez nos clients partenaires. Et en 2019, nous avons lancé une nouvelle ligne de produits, on va dire, qui est la formation à travers la business unit Training and Learning. Et dans ce sens, on organise des formations gratuites pour les jeunes diplômés pour les aider justement à intégrer le milieu d'emploi de façon plus facile, on va dire, et aussi à travers des certifications, enfin des formations préparant à la certification des profils IT. Donc, on est basé sur Casablanca, on est spécialisé principalement dans le recrutement IT, mais ça nous arrive de recruter aussi pour d'autres profils seniors. Et voilà, nos domaines d'activité, comme je vous ai dit, au recrutement, que ce soit en CDI ou en freelance, et depuis 1 an à la formation préparante à la certification. Donc aujourd'hui, au programme, nous aurons, comme précisé, une formation sur les fondamentaux du Code du travail, marocain bien entendu, principalement pour les non-RH. Mais c'est une formation ouverte, bien entendu, à tous les profils qui souhaitent nous rejoindre. Au début, nous allons commencer par la présentation des généralités, c'est-à-dire des définitions, le domaine d'application. Et puis, on va parler des différentes phases qui cadrent, on va dire, l'expérience d'un salarié au sein de l'entreprise. À commencer par l'embauchage, puis en passant par la vie dans l'entreprise, et en arrivant à la cessation du contrat de travail. Donc, on va commencer avec les généralités. Alors, les dispositions, bien entendu, du Code du travail s'appliquent aux personnes et entreprises, quel que soit leur secteur d'activité. On parle ici des industries, des entreprises de services, des commerces et des activités artisanales liées par un contrat de travail, c'est-à-dire les personnes et les entreprises, du moment qu'ils sont liés par un contrat de travail, elles sont automatiquement soumises au dispositif du Code du travail marocain.
Donc, ces dispositions concernent également les employeurs exerçant une profession libérale. En ce qui concerne les... donc voilà. Alors, le Code du travail marocain a défini le salarié comme étant toute personne qui s'est engagée à exercer son activité professionnelle sous la direction d'un ou plusieurs employeurs, moyennant bien entendu une rémunération, et l'employeur comme étant toute personne physique ou morale, privée ou publique, qui loue les services d'une ou plusieurs personnes physiques. Donc, c'est une définition apportée sur l'article 6 du Code du travail. Bien entendu, quand on parle de champ d'application, c'est directement lié au secteur privé. Normalement, ça concerne aussi le secteur public, mais au Maroc, donc, comme on sait tous, le secteur public est soumis principalement au statut de la fonction publique, qui précise tout ce qui est, on va dire, avantage préférentielles pour les secteurs publics, notamment par exemple en termes de congés. On va commencer alors par la partie qui concerne l'embauchage et notamment la formation du contrat de travail. Donc, le format et la validité du contrat de travail sont soumis au consentement et à la capacité des parties à contracter ainsi qu'à l'objet et la cause du contrat. En cas de conclusion par écrit, bien entendu, le contrat doit être établi en 2 exemplaires, signé et légalisé de la part du salarié et de l'employeur. Le salarié garde, bien sûr, il va conserver un exemplaire. Ce qu'il faut savoir, donc je viens de dire, je ne sais pas si vous avez fait attention, j'ai dit en cas de conclusion par écrit, donc la mention de en cas de conclusion par écrit laisse comprendre que le format écrit du contrat de travail n'est pas légalement obligatoire. C'est-à-dire, le salarié ne perd pas ses droits si le contrat n'est pas formellement établi sous format écrit ou s'il ne détient pas un exemplaire. Donc, en effet, la relation du travail peut être prouvée par plusieurs moyens, notamment par le versement de salaire. Et du coup, en cas de litige, comme je vous ai dit, le contrat de travail écrit n'est pas obligatoire, mais souhaitable. Donc, en ce qui concerne la durée du contrat de travail, donc, il peut être conclu pour une durée indéterminée, une durée déterminée ou une mission, c'est-à-dire limitée dans le temps, un travail déterminé. Le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que dans le cas où la relation de travail ne pourrait avoir une durée indéterminée. Donc, notamment, le Code du travail a précisé ces cas. Il s'agit du remplacement d'un salarié par un autre dans le cas de suspension du contrat de travail de ce dernier, notamment le cas de congé de maternité, par exemple, ou d'un long congé maladie. On peut également établir un contrat à durée déterminée dans le cas de l'accroissement temporaire de l'activité d'entreprise, ou si le travail a un caractère saisonnier, ou lors de l'ouverture de l'entreprise pour la première fois, ou d'un nouvel établissement au sein de l'entreprise, ou bien sûr lors du lancement d'un nouveau produit. Donc, le CDD doit être conclu pour une durée maximale d'1 an. Il peut être renouvelable une seule fois. Et bien entendu, le renouvellement se passe par écrit, c'est-à-dire il faut tracer de façon écrite le renouvellement du contrat CDD. Parfois, ça fait carrément, s'il y a une pause, ça fait carrément l'objet d'un nouveau contrat, et le CDD devient automatiquement CDI s'il est maintenu au-delà de sa durée sans aucune notification écrite du salarié. Donc, il y a certains candidats qui se demandent si l'employeur, le nouvel employeur, a le droit de demander un certificat de travail. Oui, il a le plein droit de demander le certificat de travail ou tout document
attestant de la fin du travail, mentionnant le préavis, c'est-à-dire la date de fin du préavis, que ce soit par exemple une lettre de démission, et ceci parce que justement l'article 42 du contrat de travail précise que lorsqu'un salarié ayant rompu abusivement son contrat de travail, c'est-à-dire qu'il n'a pas respecté, peut-être qu'il a fait un abandon de poste, ou bien il a déposé une démission ou n'a pas respecté le préavis, donc dans ces cas, il engage à nouveau, et s'il engage à nouveau ses services, donc le nouvel employeur est solidairement responsable du dommage causé à l'employeur précédent dans les cas suivants. C'est-à-dire quand il établit qu'il est intervenu dans le débauchage, quand il a embauché un salarié qui s'avait déjà lié par un contrat de travail, ou quand il a continué à occuper un salarié après avoir appris que ce dernier est toujours lié par contrat avec son ancien employeur. Donc le second employeur est en droit de réclamer le certificat de travail ou la lettre de démission, ou les deux, pour se protéger vis-à-vis de la loi. En ce qui concerne la période d'essai, c'est la période pendant laquelle chacune des parties rompt volontairement le contrat de travail sans indemnité. Alors pendant la première semaine, les deux parties, c'est-à-dire l'entreprise, l'employeur et le salarié, ne sont pas tenus de respecter un préavis. Du jour, le salarié peut quitter du jour au lendemain et l'entreprise peut rompre le contrat du jour au lendemain. Par contre, si la personne, le salarié, dépasse une durée d'une semaine de travail au sein de l'entreprise, donc elle est tenue de respecter un préavis de 8 jours. Ceci s'applique aussi sur l'autre partie qui est l'employeur. Pour le contrat à durée indéterminée, donc la période d'essai est de 3 mois pour les cadres et assimilés, 1 mois et demi pour les employés et 15 jours pour les ouvriers. Généralement, dans les entreprises, par exemple, les SS2I, donc, vous n'aurez pas forcément la mention de votre statut au sein de l'entreprise, c'est-à-dire cadre ou employé, si par exemple cette catégorisation n'est pas faite par défaut. Donc, justement, on considère tous les ingénieurs, par exemple, ou tous les responsables de façon automatique en tant que cadre. Donc, systématiquement, ils ont une durée de période d'essai de 3 mois. Bien sûr, la période d'essai peut être renouvelée une seule fois. Et ce qui est important à noter, c'est que la période d'essai ne peut être renouvelée par tacite reconduction, même si c'est mentionné sur le contrat de travail. Le renouvellement est soumis à l'accord des deux parties. Dans ce sens, l'employeur est tenu de formuler au salarié sa volonté de renouveler la période d'essai par une proposition écrite. Au moins 8 jours. Pourquoi 8 jours? Pour respecter en cas de refus, pour pouvoir respecter les 8 jours de préavis pendant la période d'essai. Donc, ceci doit être justement notifié par écrit 8 jours avant la fin de la période d'essai pour que le renouvellement soit possible. En ce qui concerne le CDD, donc si le contrat à durée déterminée a une durée de moins de 6 mois, c'est une journée pour chaque semaine dans la limite de 2 semaines, c'est-à-dire que la période d'essai ne peut en aucun cas dépasser 2 semaines quand il s'agit d'un contrat de moins de 6 mois. Si le contrat dépasse 6 mois, donc on a 1 mois de préavis. On passe tout de suite à la réglementation de la vie au sein de l'entreprise. Donc, on va commencer déjà par la base qui est les obligations du salarié d'une part et les obligations de l'employeur d'autre part. Donc, le salarié est obligé de conserver les outils et les moyens qui lui ont été remis pour l'accomplissement de son travail. Ces outils demeurent bien entendu une propriété de l'employeur que le salarié doit restituer à la fin de son travail ou à la fin de son contrat. Le salarié est bien entendu responsable en cas de perte ou de détérioration de ces outils s'il s'avère au juge, par exemple, que cette perte ou cette détérioration
découle de la faute du salarié, que ce soit par négligence ou volontairement. Il peut être rappelé à rembourser, par exemple, ou remplacer ses outils. Et bien entendu, l'employeur a tout le droit de lui demander de rembourser ou remplacer ses moyens de travail. Le salarié, bien sûr, n'est pas tenu responsable de la détérioration et de la perte résultant d'un cas fortuit ou de force majeure, ou dans les cas d'usure, par exemple. Et en cas de changement de lieu de résidence, donc le salarié doit informer l'employeur de sa nouvelle adresse, soit en main propre, soit par lettre recommandée avec accusé de réception. Par ailleurs, en ce qui concerne les obligations de l'employeur, bien entendu, l'employeur est tenu de prendre toutes les mesures nécessaires afin de préserver la sécurité et la santé et la dignité des salariés. Il est également tenu de communiquer aux salariés par écrit lors de l'embauchage plusieurs éléments, notamment la convention collective et son contenu, les horaires de travail, les modalités d'application du repos hebdomadaire, les dispositions légales et les mesures concernant la préservation de la santé et de la sécurité et la prévention des risques liés aux machines, la date et le lieu de la paie. En cas de nouvelle adhésion à la CNSS, il doit communiquer le numéro d'immatriculation ainsi que l'organisme d'assurance, les assurants en cas d'accident de travail ou de maladie professionnelle. Alors, en ce qui concerne la fixation de la durée normale de travail, la durée normale de travail des salariés est fixée à 2288 heures par an, 191 heures par mois ou 44 heures par semaine. Bien entendu, c'est, on va dire, le maximum légal. Ceci dit, sauf disposition favorable, bien entendu, l'employeur a le droit de proposer des horaires ou bien une durée de travail inférieure à ces éléments que j'ai cités. Par exemple, chez Vinci One, on travaille 36 heures par semaine au lieu de 44 heures. Alors, la durée annuelle globale de travail peut être bien entendu répartie sur l'année selon les besoins des entreprises qui ont par exemple une activité saisonnière augmentée. Mais la durée normale de travail n'excède pas 10 heures par jour. Donc, en aucun cas, il peut excéder 10 heures. Sinon, ça va être considéré comme des heures supplémentaires qui sont soumises à des indemnités. Alors, les heures supplémentaires donnent lieu à une majoration du salaire. Pourquoi on applique des heures supplémentaires? Donc, comme je vous ai dit, principalement en période de surcroît exceptionnel de travail. L'employeur peut demander aux salariés d'effectuer une durée beaucoup plus importante que la durée normale de travail, à condition bien sûr qu'ils perçoivent, en plus de leur salaire, des indemnisations pour ces heures supplémentaires. Donc, les heures supplémentaires sont majorées à 25% si elles sont effectuées entre 6h et 21h du soir, et de 50% si elles sont effectuées entre 21h et 6h du soir. Donc, la majoration est portée respectivement à 50% et 100% si les heures supplémentaires sont effectuées le jour du repos hebdomadaire du salarié ou les jours des fêtes ou les jours fériés. Et la rémunération des heures supplémentaires est calculée sur la base du salaire brut, y compris les accessoires, c'est-à-dire notamment la prime de panier et la prime de transport. Par contre, les allocations familiales, par exemple, ou les indemnités compensatrices de frais engagés par le salarié pour l'exécution de son travail ne sont pas compris. Donc, ça inclut uniquement, comme je vous ai dit, la prime de panier et de transport. Et pour effectuer le calcul, donc on calcule sur la base de salaire horaire pour appliquer la majoration. Alors, en ce qui concerne le congé annuel payé,
Bien sûr, tout salarié a le droit, à partir de 6 mois de service continu dans la même entreprise, bien évidemment, à un congé annuel payé dont la durée est fixée à 1 jour et demi par mois de travail effectif. Donc, l'employeur peut bien sûr prévoir des dispositions plus favorables. Donc, il y a des sociétés qui ont 20 jours, par exemple, par an, au lieu de 18 jours. Il y en a qui ont 24. Ça dépend de la bonne volonté de l'employeur. Mais 1 jour et demi par mois, c'est-à-dire 18 jours par an, c'est le minimum légal. La durée du congé est augmentée de 1 jour et demi par an pour chaque 5 ans de service. C'est-à-dire, actuellement, vous avez 5 ans d'ancienneté. Donc, vous verrez au niveau de vos bulletins de paie que votre solde annuel passe de 18 jours à 19 jours et demi, de façon systématique. Alors, bien sûr, en cas de CDD, le salarié doit avoir bénéficié de la totalité de son congé annuel payé avant la date d'expiration du contrat. Si par exemple ça n'a pas été possible donc, et ça a été on va dire, acté avec l'employeur, le salarié obtient l'indemnisation de ses congés au niveau de son solde de tout compte. Le congé annuel, bien entendu, peut être fractionné ou cumulé sur 2 années consécutives. Par contre, le congé annuel du salarié ne peut être réduit à moins de 12 jours ouvrables, incluant 2 jours de repos hebdomadaires suite au fractionnement. C'est-à-dire que l'employeur ne peut pas obliger le salarié à prendre à chaque fois une semaine uniquement. C'est pas possible. Donc, le minimum est d'avoir 12 jours consécutifs sur une période d'une année. Bien sûr, les jours de repos compensateurs pour les gens qui travaillent, qui sont amenés à travailler des jours fériés ou bien des jours de repos hebdomadaires. Donc, ces repos compensateurs peuvent s'ajouter au congé annuel payé et en bénéficier par la même occasion. En ce qui concerne le congé maladie, donc toute absence pour maladie doit être justifiée dans les 24 heures, dans les 48 heures, pardon, qui suivent l'absence, sauf en cas de force majeure. Donc, si la personne est amenée à dépasser 4 jours d'absence pour maladie, donc elle doit informer l'employeur de la durée probable de l'absence et bien sûr fournir un document attestant de son incapacité de rejoindre son poste de travail, et ceci sauf cas de force majeure ou cas d'empêchement. Donc, si par exemple la personne, le salarié, est atteint d'une maladie de longue durée qui dépasse 180 jours consécutifs au cours de la même année, c'est-à-dire au cours d'une période de 365 jours, l'employeur peut le considérer comme démissionnaire. Bien sûr, là, on parle d'une maladie personnelle, en dehors des maladies professionnelles et en dehors de l'accident du travail. Et bien sûr, l'employeur n'est légalement pas tenu de payer les absences pour maladie. Donc, pour ça, il y a la CNSS. Donc, le salarié peut déposer son dossier de remboursement à la CNSS pour être payé sur la durée d'absence pour maladie. Alors là, on arrive aux congés spéciaux. Donc, tout salarié a bien évidemment le droit, à l'occasion d'événements spéciaux, à des congés ou à des absences selon les modalités suivantes. Donc, on a 4 jours pour le mariage du salarié ou de la salariée. On a 3 jours pour la naissance ou pour le décès d'un conjoint, d'un enfant, d'un petit enfant, d'un ascendant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié. On a 2 jours pour le mariage d'un enfant du salarié ou d'un enfant issu d'un précédent mariage du conjoint du salarié, pour le décès d'un frère, d'une sœur du salarié, d'un frère ou d'une sœur du conjoint de celui-ci ou d'un ascendant du conjoint. Et on a aussi 2 jours pour la circoncision d'un enfant
ou pour une opération chirurgicale du conjoint ou d'un enfant à charge. Bien sûr, ces absences sont toutes payées au salarié qui est payé au mois. Alors là, on arrive à la protection de la maternité. Donc, la salariée en état de grossesse, attestée par certificat médical dispose d'un congé de maternité de 14 semaines. La salariée a le droit de suspendre le contrat de travail pendant une période qui commence 7 semaines avant la date présumée de l'accouchement et se termine 7 semaines après la date de celui-ci. En pratique, généralement, les femmes enceintes préfèrent consommer le congé de maternité à partir de la date d'accouchement pour pouvoir bénéficier de 14 semaines après l'accouchement. En cas de complications pathologiques causées par la grossesse ou l'accouchement, et bien sûr attesté par certificat médical, le congé de maternité est augmenté de la durée de cet état pathologique, c'est-à-dire dans la limite de 8 semaines maximum avant la date présumée de l'accouchement et 14 semaines maximum après la date de celui-ci. La salariée en couche avant la date présumée doit avertir l'employeur par lettre recommandée avec un accusé de réception du motif de son absence et de la date à laquelle elle entend reprendre son travail. Et ça reste bien sûr des mesures pour mieux organiser le travail au sein de l'entreprise pour avoir plus de visibilité sur les routes. Donc, en vue d'élever son enfant, la mère peut prolonger son congé de maternité sans dépasser 90 jours supplémentaires à condition, bien sûr, d'aviser l'employeur 15 jours au plus tard avant le terme de la première période. Donc, ce qui est important à noter, c'est qu'il s'agit d'un droit qui n'est pas soumis à l'approbation de l'employeur. La seule obligation légale de la mère salariée est d'informer l'employeur dans les délais. En vue d'élever son enfant, la mère salariée peut également, en accord avec son employeur, bénéficier d'un congé non payé d'une année, un congé sans solde. Elle réintègre son poste à l'expiration de la période de suspension et bénéficier des mêmes avantages qu'elle avait acquis auparavant. L'employeur n'a aucun droit de lui prélever des avantages qu'elle avait auparavant ou bien de l'embaucher sur un autre poste moins important que celui qu'elle avait auparavant. Donc, elle doit légalement conserver tous ses droits. En ce qui concerne la cessation du contrat pendant la grossesse ou le congé de maternité, donc la mère salariée peut s'abstenir de reprendre son travail. Dans ce cas, elle doit adresser une lettre recommandée avec accusé de réception à son employeur 15 jours au moins avant le terme de la période de suspension de son contrat. Pour l'aviser justement qu'elle ne reprendra plus son travail au terme de la suspension, et cela sans être obligée d'observer le délai de préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de rupture du contrat de travail. Alors, ce que je voudrais mentionner, c'est qu'en pratique, généralement, puisque la mère salariée n'est tenue que de présenter, que d'informer plutôt l'employeur de sa volonté de prolonger ou bien de cesser son contrat. En pratique, certains employeurs n'acceptent pas, bien entendu, ce n'est pas soumis à l'accord, mais n'accepte pas de récupérer le document attestant voilà, de sa volonté de prolonger ou d'arrêter le contrat. Et dans ce cas, la mère peut être malheureusement amenée à le faire via l'huissier de justice pour être sûr du point de vue légal que l'employeur est informé. Donc, il y a aussi le fait que la salariée en état de grossesse attestée par certificat médical peut quitter son emploi sans préavis et sans avoir à payer une indemnité compensatrice de préavis ou de rupture de contrat. Et l'employeur ne peut rompre le contrat de travail d'un salarié dans les cas suivants.
Donc, pendant, bien sûr, la période de grossesse attestée par certificat médical, durant les 14 semaines suivant l'accouchement et pendant la période de suspension consécutive à un état pathologique attesté par un certificat médical et résultant de la grossesse ou des couches, cas dans lequel la mère peut prendre, enfin, la future maman peut prendre 8 semaines avant l'accouchement et 14 jours après l'accouchement. En cas de faute grave, l'employeur peut rendre bien sûr le contrat de travail à condition que la rupture ne soit pas notifiée et qu'il ne prenne pas effet pendant la période de suspension du contrat relatif au congé de maternité ou à la prolongation de ces derniers. C'est-à-dire, bon, les 3 cas cités auparavant, l'employeur ne peut pas notifier ou carrément, c'est-à-dire mettre en place la prise des faits de la rupture, donc, ça doit être retardé jusqu'à la reprise normale du travail. Si un licenciement est notifié à la salariée avant qu'elle atteste de sa grossesse par certificat médical, elle peut, dans un délai de 15 jours, à compter de la notification du licenciement, justifier de son état par l'envoi à l'employeur d'un certificat médical par les recommandés, avec accusé d'exception bien sûr. Le licenciement, dans ce cas, se trouve annulé. En cas de CDD, bien sûr, les dispositions liées au congé de maternité, à la prolongation, que ce soit la prolongation pour 3 mois ou 1 an, ou bien entendu le congé maternel, donc tout ça ne modifie pas l'échéance du contrat. Donc, après la reprise de travail et pendant 12 mois, la mère salariée souhaitant allaiter son enfant a droit quotidiennement à un repos spécial, donc rémunéré bien sûr comme un temps de travail normal, d'une demi-heure le matin et d'une demi-heure l'après-midi. La mère salariée peut, en accord avec son employeur, bénéficier de l'heure réservée à l'allaitement à tout moment pendant les jours de travail, c'est-à-dire qu'elle peut regrouper la demi-heure du matin et la demi-heure de l'après-midi en une heure et la consommer soit très tôt le matin, c'est-à-dire avant la reprise, soit à la fin de journée, soit carrément avec l'accord de l'employeur, en bénéficier à la fin de semaine. Il y a des mamans qui préfèrent, par exemple, consommer ces heures le vendredi en après-midi pour pouvoir travailler une seule demi-journée. Bien sûr, ce sont des dispositions qui sont liées à l'accord de l'employeur. Ce qu'il faut noter, c'est que cet article, c'est-à-dire le Code du travail, malheureusement, reste incomplet dans le sens où ce point est soumis à l'interprétation et la bonne volonté de chaque employeur, puisque le Code du travail ne précise pas si le compte des 12 mois peut avoir lieu, peu importe la durée de prolongation du congé de maternité. Donc, on ne sait pas concrètement si la maman peut bénéficier des 12 mois si elle reprend son travail 6 mois après l'accouchement. Si elle peut, par exemple, le prendre 1 an après l'accouchement, si elle a bénéficié d'1 an de congé sans solde. Donc, ça reste soumis, comme je vous ai dit, à l'interprétation de chaque employeur. Et bien sûr, l'employeur peut, dans ce sens, défalquer, on va dire, la durée qui est liée, qui est relative à la prolongation. Donc, on passe au dernier chapitre. Qui est la cessation du contrat de travail. Donc, pour le CDD, c'est simple, ça prend fin au terme fixé par le contrat ou à l'accomplissement du travail qui a fait l'objet du contrat. Donc, la rupture avant terme du contrat de travail à durée déterminée, qu'il soit provoqué par l'employeur ou bien par le salarié, donne à l'autre partie le droit à récupérer des dommages et intérêts, c'est-à-dire l'équivalent
du montant des salaires correspondant à la période allant de la date de la rupture jusqu'au terme fixé par le contrat. En cas de CDI, donc, le CDI peut cesser par la volonté du salarié au moyen d'une démission. C'est un droit garanti qui n'est pas soumis à l'accord de l'employeur, à condition bien entendu de respecter le préavis. Et le salarié n'est pas tenu à cet effet de donner des explications ou bien de justifier sa décision. Il a le libre droit de quitter à n'importe quel moment, à condition de respecter le préavis. Le CDI peut également prendre fin par la volonté de l'employeur, mais dans ce cas, il faut en plus du préavis, il faut accorder des indemnités liées au licenciement. Alors, en ce qui concerne le préavis, la rupture unilatérale du contrat de travail à durée indéterminée est soumise, en l'absence de faute grave bien sûr, de l'autre partie, au respect du délai de préavis. Ce dernier, bien sûr, ne peut pas être inférieur à la durée fixée par le Code du travail. Le délai de préavis ne peut en aucun cas, de toute façon, c'est-à-dire même s'il y a un arrangement entre le salarié et l'employeur, il ne peut pas être inférieur à 8 jours. Donc, l'employeur et le salarié sont dispensés du respect du délai de préavis en cas de force majeure, par exemple. Si la personne, par exemple, doit quitter carrément le territoire suite à une immigration et qu'elle arrive à trouver un compromis avec son employeur, dans ce cas, le respect du préavis n'est pas obligatoire. Donc, le délai de préavis commence à courir dès le lendemain de la notification et il est suspendu dans les deux cas suivants. En cas d'accident de travail ou maladie professionnelle, par maladie professionnelle pour préciser, donc il s'agit de toute maladie qui est liée en dehors bien sûr de l'accident de travail, donc toute maladie liée à l'exécution de la fonction. Ça peut également être le harcèlement moral. Donc, le harcèlement moral est reconnu légalement comme une maladie professionnelle. Et du coup, une personne qui obtient, par exemple, qui arrive à prouver par un médecin de travail ou par un médecin privé accrédité qu'elle a subi un harcèlement moral, peut-être, c'est-à-dire elle n'est pas obligée de l'effectuer sans préavis. Le deuxième cas, c'est pendant la période qui précède et qui suit l'accouchement, notamment les cas qu'on a vus ensemble auparavant, c'est-à-dire pendant le congé de maternité ou la prolongation. Le délai de préavis pour les cadres est assimilé, donc je vise principalement les cadres et assimilés, vu que c'est la population avec qui on travaille plus régulièrement. Donc, pour ces cas, on a moins d'un an pour une durée de travail de moins d'un an, on a 1 mois de préavis. On a 1 an à 5 ans, ils doivent observer un préavis de 2 mois et pour les plus de 5 ans, ils doivent observer un préavis de 3 mois. Donc, bien sûr, l'employeur peut dispenser le salarié d'effectuer son préavis, c'est-à-dire s'il a déjà les ressources nécessaires et qu'il souhaite le libérer, il a la possibilité de le faire, à condition de lui verser l'intégralité de la rémunération correspondant à cette période. Donc, en vue de la recherche d'un autre emploi, le salarié bénéficie, pendant le délai de préavis, de permissions d'absence rémunérées comme temps de travail effectif. Donc, ça correspond à la recherche d'un nouvel emploi. Ces permissions sont accordées à raison de 2 heures par jour sans excéder, 8 heures par semaine et 30 heures par mois. Et ces absences sont fixées d'un commun accord avec l'employeur et le salarié, c'est-à-dire
les deux parties peuvent se mettre d'accord sur une consommation de ces heures, par exemple sur une durée d'une journée complète par semaine, ou bien sur une durée de 2 jours si la personne doit se déplacer sur une autre ville pour chercher un emploi. Donc, ça reste soumis à l'accord, à la concertation entre le salarié et l'employeur. Ce que je voudrais préciser par rapport à cela, c'est que l'employeur a le droit d'interrompre le préavis s'il s'avère que le salarié continue de s'absenter après avoir trouvé un nouvel emploi. Donc, si l'employeur apprend que le salarié a trouvé un nouvel emploi et s'est engagé, donc, et qu'il continue à bénéficier de ses absences exceptionnelles, donc il a le droit d'interrompre le préavis sans payer le restant de la période de préavis, bien sûr, ou s'il apprend que le salarié ne consacre pas forcément ses absences à la recherche d'emploi. Donc, il faut noter que ce sont des permissions accordées uniquement à la recherche d'emploi. Donc, bien sûr, toute rupture sans préavis du contrat de travail à durée indéterminée ou sans que le délai de préavis n'ait été intégralement observé emporte, tant qu'elle n'est pas motivée par une faute grave, l'obligation pour la partie responsable de verser à l'autre partie une indemnité de préavis égale à la rémunération qu'aurait perçue le salarié s'il était demeuré, bien sûr, à son poste. Donc, on va passer à la partie des sanctions. Alors, on a deux types de sanctions, des sanctions pour les fautes non graves et des sanctions pour des fautes dites graves. Donc, pour les fautes non graves, l'employeur peut prendre l'une des sanctions disciplinaires suivantes à l'encontre du salarié pour faute non grave. On parle ici de l'avertissement, du blâme, du deuxième blâme ou mise à pied pour une durée n'excédant pas 8 jours, d'un troisième blâme ou un transfert à un autre service ou à un autre établissement et bien sûr le lieu de résidence du salarié dans ce cas doit être pris en considération. Donc lorsque les sanctions disciplinaires sont épuisées sur une période d'1 an, de façon graduelle bien sûr, l'employeur peut procéder au licenciement du salarié. Et dans ce cas, le salarié, le licenciement est considéré comme justifié et ne donne pas droit à des indemnités de licenciement. On a par ailleurs la faute grave, c'est-à-dire le licenciement pour mesure disciplinaire. Donc, sont considérés comme fautes graves qui peuvent provoquer le licenciement du salarié. On a plusieurs exemples, donc notamment le délit portant atteinte à l'honneur, la divulgation d'un secret professionnel, le fait de commettre les actes suivants à l'intérieur de l'établissement ou pendant le travail, à savoir le vol, l'abus de confiance, les places publiques, la consommation de stupéfiants, l'agression corporelle, l'insulte grave, le refus délibéré et injustifié du salarié d'exécuter un travail de sa compétence, l'absence non justifiée, bien sûr, qui dépasse 4 jours, plus de 4 jours, ou 8 demi-journées pendant une période de 12 mois. Donc, on a plusieurs exemples qui sont cités sur le Code du travail, donc, qui pourraient justifier un licenciement pour mesure disciplinaire. Et dans ce cas, l'employeur n'est pas tenu, bien sûr, au respect du délai de préavis et la rupture du contrat peut prendre effet immédiatement. En ce qui concerne le licenciement abusif, donc en cas de rupture abusive du contrat de travail par l'employeur, la partie lésée a le droit, bien sûr, de demander des dommages et intérêts. Le salarié licencié par un motif qui juge abusif peut avoir recours à la procédure de conciliation préliminaire afin de soit réintégrer son poste ou obtenir des dommages et intérêts.
Donc là, il implique l'inspecteur de travail pour justement trouver un arrangement. Donc si le salarié peut réintégrer son poste, soit. S'il ne peut pas le faire, donc il a le droit on va dire, de négocier des dommages et intérêts. Si on n'arrive pas à trouver des solutions liées à ces deux points, donc le salarié est en droit de saisir le tribunal qui peut statuer dans ce cas. Il faut savoir que je voudrais préciser qu'en cas de versement des dommages et intérêts, le récépissé de remise du montant est signé par le salarié d'une part et par l'employeur d'une autre part. Et ceci est présenté à la compétence c'est-à-dire légale, à savoir l'agent chargé d'inspection du travail pour contre-signature. C'est-à-dire que l'accord obtenu dans ce cadre de la conciliation est définitif et non susceptible de recours devant les tribunaux. Donc, il y a certaines fautes graves de la part de l'employeur qui donnent droit aux indemnités de licenciement abusif, donc qui sont, on va dire, assimilées à un licenciement abusif, à savoir l'insulte grave, la pratique de toute forme de violence ou d'agression dirigée directement envers le salarié, le harcèlement sexuel et l'incitation à la débauche. Donc, quand c'est prouvé que l'employeur a commis l'une de ces fautes, le fait simple que le salarié quitte son poste de travail en raison de l'une d'elles est assimilé à un licenciement abusif qui doit donner sur droit à des indemnités de licenciement. Donc, on arrive enfin au certificat de travail et STC. Donc, l'employeur doit délivrer au salarié un certificat de travail. Donc, ce certificat contient, c'est-à-dire indique la date de l'entrée et de la date de sortie du salarié ainsi que les postes de travail qu'il a occupés. Après demande du salarié, il peut également comporter des mentions relatives aux qualifications professionnelles ou une recommandation du salarié. Donc, c'est un document qui doit être remis sous un délai de maximum 8 jours. L'employeur doit remettre également un solde de tout compte. C'est un document qu'il présente au salarié et ce dernier le signe et accuse réception avec la mention lu et approuvé. Et c'est une démarche qui permet à chaque partie de s'acquitter de tout paiement dû à l'autre partie. C'est-à-dire que toutes les parties sont quittes vis-à-vis, chaque partie est quitte envers l'autre partie. Bien sûr, ce reçu pour solde de tout compte peut être contesté, mais ça doit se faire dans un délai de 60 jours, suivant la date de sa signature, que ce soit par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à l'employeur directement, ou bien par assignation devant le tribunal. Donc, cette dénonciation doit obligatoirement préciser les droits que le salarié juge devoir avoir de la part de son employeur. Donc, sur ce, j'arrive à la fin de cet atelier. On va par la suite passer à la partie débat, questions-réponses. Je tiens à préciser que voilà, ce que je partage, c'est d'après mon expérience dans le domaine et administration du personnel. Donc, je ne prétends pas être une experte sur certains points, mais j'ai tenu quand même à partager ces éléments parce que je juge que plusieurs salariés du domaine non RH peuvent passer à côté de certains éléments qu'on trouve pourtant dans la vie quotidienne de l'entreprise. Donc voilà, j'espère que je vous ai apporté des informations nouvelles et que cet atelier était riche en informations.
en espérant que le débat sera riche. Alors, il y a Mohamed qui nous demande, quand on démissionne, est-ce qu'on a le droit d'aller vers un concurrent? Ceci dépend de votre contrat de travail. Donc, s'il y a une clause de non-concurrence, non, vous ne pouvez pas le faire. Sinon, c'est-à-dire votre employeur précédent peut vous poursuivre en justice. Par contre, si vous n'avez aucune clause dans ce sens sur le contrat de travail, oui, vous pouvez le faire. Je vous en prie. Oui, allez-y. Alors, pour le préavis, légalement, vous êtes tenu d'effectuer un préavis de 3 mois. C'est-à-dire que l'employeur peut vous obliger d'effectuer un préavis de 3 mois, parce que, comme je vous ai dit, la durée du préavis ne peut en aucun cas être inférieure à ce qui est stipulé sur le Code du travail, sauf accord en commun. C'est-à-dire, si vous arrivez à trouver un arrangement pour effectuer un mois de préavis, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, vous êtes également tenu d'effectuer plutôt 3 mois de préavis. Oui, bien sûr, Jihan. Donc, la crise actuelle ne tue pas le Code du travail, tout comme les conventions collectives, tout comme le règlement intérieur. Donc, le Code du travail, c'est vraiment la base. Et toutes les mesures qui sont prises en parallèle ne peuvent pas tuer ou bien annuler ce qui existe sur le Code du travail. Donc, il y a une personne qui m'a demandé d'étaler un peu sur le STC. Je n'ai pas compris votre question. Si vous pouvez me dire ce qui vous intéresse particulièrement pour pouvoir répondre. Alors, l'avertissement et le blâme, ça peut paraître la même chose, mais en termes de poids, c'est-à-dire en termes de poids, comme c'est présenté sur le Code du travail, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'on doit obligatoirement passer par un avertissement pour arriver à un blâme. Et de toutes les manières, c'est un document qui est présenté aux salariés, donc, de notifier de l'avertissement, ou du blâme, ou du deuxième blâme, ou du troisième blâme. C'est un document, voilà, attestant, voilà, vous avez commis tel fait. Sur ce, on vous accorde par exemple un blâme et ce document doit être signé par les deux parties. Si le salarié refuse de signer que ce soit l'avertissement ou le blâme, donc ce document est remis en main propre par l'huissier de justice qui en constate en cas de refus que le salarié n'a pas voulu signer.
Et par la suite, le document doit obligatoirement être déposé, une copie doit être déposée à l'inspection du travail. Et ça, c'est une tâche de l'employeur. Mais en termes de différence, c'est juste le poids de la sanction. Oui, oui, effectivement, comme je vous ai expliqué, donc le STC doit obligatoirement être délivré aux salariés dans un délai n'excédant pas 8 jours. Donc, à défaut, suivant le Code du travail toujours, donc le Code du travail mentionne qu'à défaut de respect de ce délai, l'employeur peut être tenu de verser des dommages et intérêts. Concrètement, il y a des sociétés qui préparent le saut de tout compte en même temps qu'avec la paie, c'est-à-dire la personne peut bien avoir démissionné le 4 du mois, je dis n'importe quoi, donc, et il doit attendre jusqu'à la fin du mois, jusqu'à l'établissement de la paie pour avoir le STC. Mais légalement, l'employeur peut toujours préparer ce saut de tout compte et doit voilà, le remettre au salarié sous un délai légal de 8 jours. Non, non, pas après le dépôt de la lettre de démission du salarié, c'est après, c'est-à-dire 8 jours à compter du dernier jour de travail effectif de la personne. La lettre de démission, donc, au dépôt de la lettre de démission, vous devez encore effectuer votre préavis, qui peut être de 1 mois, de 2 mois, de 3 mois, selon votre ancienneté, selon votre contrat. Et au dernier jour, c'est-à-dire le jour où vous allez quitter l'entreprise, vous avez le droit d'avoir un certificat de travail et un STC sous un délai de 8 jours maximum. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors moi, j'ai des questions. Je voudrais savoir, juste pour avoir une idée, je ne sais, je connais pas les profils forcément de tous les participants, mais je voudrais savoir si, par exemple, vous êtes issu d'une formation non RH, est-ce que vous avez déjà bénéficié d'une formation sur la législation du travail, c'est-à-dire au niveau d'une grande école d'ingénierie, n'importe, est-ce que vous avez bénéficié de ce genre de cours?
Pas de réponse? Non, justement, c'est dommage dans le sens où normalement, oui, très bien. Donc, normalement, toute personne, peu importe le type de formation qu'elle suit, devrait avoir une formation dans ce sens que finalement, elle va débarquer à un moment ou à un autre sur le monde de l'emploi et c'est très essentiel de connaître ses obligations et ses droits. Alors, il y a Fritz qui a envoyé justement une petite, on va dire un petit commentaire par rapport à la période de préavis. Oui, Fritz, justement, donc moi je présentais comme j'ai précisé, je me suis limitée au cadre et assimilé, parce que généralement c'est la population avec laquelle on travaille le plus. Euh, mais dans des entreprises, par exemple, surtout dans les industries où il y a une catégorisation des personnes, c'est-à-dire des cadres, des employés et des ouvriers, donc on a justement, pour les cadres concrétisés, on a un mois pour les moins d'un an, 2 mois pour un an à 5 ans et 3 mois pour plus de 5 ans d'ancienneté. Par contre, pour les employés et les ouvriers, ce que vous avez partagé est correct. Pour moins d'un an, c'est 8 jours de préavis. De 1 à 5 ans, c'est 1 mois de préavis. Et plus de 5 ans, c'est 2 mois de préavis. Ceci, bien entendu, s'applique également à la période d'essai qui n'est pas la même pour toutes les catégories de salariés. D'autres questions? Alors, Mohamed, le syndicat, non, c'est pas obligatoire. Par contre, une entreprise qui compte plus de 10 salariés doit normalement effectuer des élections d'un délégué du personnel.
D'autres questions? Je t'en prie, Fritz. Oui, Mohamed, ça doit être officiel, justement. C'est des élections organisées au sein de l'entreprise avec une communication là-dessus, avec des listes électorales qui sont publiées. Donc, une fois chaque 5 ans, chaque 5 ans ou 6 ans, il me semble, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. C'est toute une partie du code du travail bien détaillée, bien ficelée. Mais pour répondre à votre question, oui, ça doit être officiel. Donc, le délégué doit être connu de tous. D'accord. Donc, encore 1 ou 2 minutes pour avoir d'autres questions. Je vous en prie. Donc, avant de terminer, je voudrais préciser pour les profils IT qui sont avec nous sur cet atelier que Movinci1 organise un concours sur notre page LinkedIn. Donc, c'est un concours sur des technos, des éléments acquis, que ce soit au niveau de l'expérience ou de la formation, et qui vous permettra de gagner des lots. Allez faire un petit tour sur notre page LinkedIn. Et puis, on organise aussi des formations qui préparent à la certification sur plusieurs sujets. Donc, je vous invite à vous connecter sur notre page LinkedIn pour avoir les informations en temps réel sur nos sessions de formation et sur nos jeux concours. D'accord, donc je vous remercie infiniment pour votre attention et votre participation. J'espère que les informations partagées ont été intéressantes pour vous. Voilà, donc j'espère qu'on aura l'occasion d'échanger, que ce soit en direct ou bien sur d'autres ateliers, Inch'Allah, dans le futur. Je vous souhaite une excellente fin de journée et un excellent week-end. Et voilà, au revoir.